Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire sur la DSN dans la fonction publique. Après les premiers mois d'activité, je suis très heureux de vous retrouver puisqu'on a eu la chance sur ces 2 dernières années d'organiser plusieurs rencontres virtuelles avec vous de façon à vous aider à préparer votre entrée. Puis là, il était temps de faire un petit point et tout d'abord, merci beaucoup puisqu'on est à plus de 600 participants, ce qui veut dire qu'il y a une vraie attente. Donc pour ce webinaire, je vais être accompagné par ma collègue Alexia Martin qui travaille comme moi au GIP MDS. Donc je suis Didier Kuhn et je suis en charge de l'animation, dont on appelle ça l'animation des réseaux. En gros, je parcours la France et je travaille avec les organismes de protection sociale locaux, donc dans vos régions, pour mener ce genre d'action et être à vos côtés et vous aider au mieux à utiliser ce nouveau vecteur. Et on aura la chance d'être accompagné par des experts en back-office qui pourront répondre à vos questions. Vous allez avoir les questions qui vont... vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous le souhaitez. Et en même temps, on va vous mettre des sondages en place. Donc, je suis accompagné par les experts, par Odile Guerriot de la CDC, qui est accompagné par Daniel Thuot et par Nathalie Cournet de la CDC aussi, et pour tout seigneur, tout honneur, un participant de la CDC, Bastien Mézières, donc les experts qui seront prêts à répondre à vos questions en compagnie de Nicolas Lebrun de l'URSSAF. On attend la participation aussi d'Alain Belaïd de la CARSAT du Sud-Est et un contact de la CEPAM, donc de façon à pouvoir répondre à vos questions. Je démarre tout de suite par un premier sondage, entre guillemets, obligatoire, puisque on va vous demander... hop, je suis en train d'envoyer le sondage. On va vous demander de quelle fonction publique, de quelle branche de la fonction publique vous êtes participant. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc pour voir ce petit écran s'effacer et revenir sur la présentation, il faut que vous votiez. Je vous en remercie. Donc l'outil que nous utilisons, c'est Livestorm. Si vous avez des problèmes, soit de son, soit d'image, n'hésitez pas à aller dans le petit outil en bas, gérer, pour rafraîchir la page ou pour relancer la connexion. Et nous sommes partis pour une présentation d'une petite heure, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation, on va essayer de vous y répondre. Alors, premier élément, on revient sur des généralités par rapport à la DSN, parce que finalement, la loi de simplification a 10 ans, la DSN aussi, alors dans sa création, hein, l'accès à la DSN, c'est depuis 5 ans, et pour vous, depuis 2022, depuis l'année dernière, pour beaucoup d'entre vous. C'est donc la loi de simplification de 2012 qui l'a installée, en proposant justement une formalité unique pour permettre à tous les employeurs, quelle que soit leur origine, quel que soit le régime dans lequel ils sont acteurs, de faire les déclarations sociales et de payer les cotisations sociales, et puis c'est rajouté depuis le prélèvement à la source. C'est cette mise en place de la déclaration sociale nominative est proposée par Net Entreprise. Net Entreprise qui est un portail commun à tous les organismes de protection sociale qui est proposé de façon gratuite par le groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales, le GIP-MDS, dans lequel Alexia et moi travaillons. La DSN, c'est l'illustration du dites-le nous une fois. Quelquefois, vous pouvez vous poser des questions sur l'utilité, sur des frustrations, sur le fait qu'il reste encore des procédures qui sont en dehors de la DSN. Ce qui se passe, c'est que finalement, on est parti, non pas d'une feuille blanche, mais d'outils qui étaient déjà existants. Par contre, on a complètement inversé des logiques. C'est-à-dire qu'au départ, tous les organismes vous demandaient des éléments différents, quelquefois avec des langages différents, alors que c'était la même donnée, et puis à des dates différentes sur les éléments différents. Et du coup, la décision et l'objet de la DSN, c'est de ne plus partir de ces besoins, mais plutôt de partir de ce que vous faisiez déjà, c'est-à-dire la paye, et pour nous de créer une norme qui permettait, à partir de la paye, de remplir toutes ces obligations et de ne plus avoir à reproduire, ressaisir ou même refournir des démarches.
Tout cela depuis le portail Net Entreprise. Le projet DSN, c'est un projet commun. Donc, à la barre technique, hein, pas au niveau du pilotage, puisque le pilotage revient aux différentes tutelles, mais à la barre technique se retrouve effectivement le JPMDS qui regroupe tous les organismes de protection sociale. On a fait un travail de co-construction avec justement la DGAFP, avec la DGOS, oui, la Direction Générale de l'Offre de Soins pour la fonction publique hospitalière, la DGCL et puis la DGFIP dans sa partie qui assure les payes de l'État, puisque la DGFIP dans sa partie impôt sur le revenu et prélèvement à la source était déjà entre guillemets client du GIP et non pas membre, et en créant des instances de concertation et de pilotage qui regroupent du coup la CDC pour les régimes de retraite, CNSRL, RAF et IRCANTEC, la DGFIP pour ce passe, et puis les fédérations des organismes professionnels. Une petite slide juste pour vous mettre la totalité des logos de ceux qui exploitent les données de la DSN. Vous voyez là la totalité, donc l'écosystème qui est en place, sachant que chacun d'entre eux n'a légitimité à connaître que certaines des données qui sont dans la DSN. Toutes ne reçoivent pas la totalité des données, et d'où l'utilité, on va le voir un peu plus tard, des différentes modalités de mise en place. Aujourd'hui, on sait que la DSN se substitue à plus de 70 procédures. Alors, on partait au départ de 45 procédures connues, et puis se sont rajoutées soit des procédures inconnues, comme le prélèvement à la source, hein, qui n'était pas en place avant la déclaration sociale nominative, et puis d'autres qui petit à petit se sont rajoutées, alors que c'était plus des déclarations ou des procédures qui relevaient du droit social ou plus du droit du travail, mais à partir du moment où elles se nourrissent de données qui sont issues de la paye, elles ont légitimité à rejoindre la déclaration sociale nominative, et donc ce flux unique qui vous permet de remplir vos obligations. Sur la partie plateforme numérique Net Entreprise, vous voyez effectivement la page d'accueil sur laquelle vous pouvez arriver, sachant que on n'emploie pas la totalité des technologies les plus au point et les plus modernes aujourd'hui, mais plutôt des difficultés qui sont... on se met au niveau de ceux qui pourraient avoir le plus de difficultés, donc les plus petits, les plus légers en termes techniques, de façon à pouvoir avancer. Mais je voyais arriver ma collègue qui avait peut-être à me proposer une question ou un élément, mais non. Donc, alors, la DSN, on parle d'une nouvelle approche. Vous avez, ça y est, vous avez découvert les émoticônes affolés, donc vous allez tous les envoyer, mais vous pouvez aussi envoyer des émoticônes heureux et de félicitations. Alexia, oui, tu voulais intervenir. Non, pardon, désolé Didier, c'est une fausse manip. Il n'y a aucun souci, je suis bien content de voir un visage souriant en même temps que les émoticônes contents. Donc, pour moi, qui suis... le système veut qu'on soit un peu tout seul quand on fait la présentation. Donc, du coup, merci beaucoup pour vos encouragements et vos émoticônes gentils. Mais en même temps, vous pouvez aussi être un peu angoissé. Hein. La DSN, c'est un tel changement et il y a eu de telles évolutions que je peux le comprendre. Je veux juste que vous partiez à la fin de ce webinaire en ayant conscience qu'il y a des humains derrière et qu'on est à vos côtés et qu'on avance à vos côtés. Alors, la DSN, c'est une simplification, une nouvelle approche. Une simplification, on est des bons Français, tout le monde dit simplifier, c'est faire moins. Non, simplifier, c'est faire différemment. Par exemple, simplifier, c'est quand vous devez donner une donnée de salaire à l'assurance maladie et la même donnée de salaire à l'assurance vieillesse, il est hors de question que vous ayez deux envois à faire sous prétexte que l'un utilise le séparateur décimal, la virgule, et l'autre le séparateur décimal, le point. Donc tout le monde s'est mis à parler le même langage au niveau des organismes et on a mis en place une norme qui vous permet effectivement d'avoir cette DSN mensuelle qui est un flux, une transmission dématérialisée. Tous les mois, on est à plus de 20 millions de DSN chaque mois qui sont reçus. Donc on est effectivement sur des chiffres extrêmement importants. Donc il y a un flux mensuel et puis des signalements. Les signalements qui sont pour vous plus spécifiquement adressés à la Caisse des dépôts, c'est effectivement l'interlocuteur que vous connaissiez, donc qui va récupérer ces éléments-là. Pour la fin de contrat, on va rajouter Pôle emploi
et l'assurance maladie dans quelques temps pour les arrêts de travail. Aujourd'hui, ça fonctionne pour les contractuels de droit privé et de droit public, pour l'arrêt de travail et pour la reprise de travail. Pour les fonctionnaires, c'est quelque chose qui n'était pas attendu avant le 1er janvier 2023, qui finalement n'est pas attendu non plus forcément avant le 1er janvier 2024. Donc, pour les contractuels, par contre, de droit privé et de droit public, vous pouvez utiliser ces signalements d'arrêt. Donc, en résumé, la DSN, c'est un flux mensuel issu de la paye que vous adressez une fois que la paye est faite, et puis des signalements à chaque fois qu'il y a un événement qui intervient, et vous allez vous apercevoir qu'on ne fait pas que des signalements d'événements, mais que de toute façon, il est absolument important de signaler tous les changements à l'intérieur de la relation que vous entretenez avec les agents ou avec les contracteurs. En résumé, on part du déclarant. Et bien évidemment, je vous prie d'excuser le petit bonhomme, je ne suis pas très fort en dessin et ce n'est pas du tout péjoratif, ce n'est pas représentatif de qui vous êtes, hein, mais c'est parce qu'il fallait faire un petit déclarant. Donc le déclarant fait la paye, ce que vous faites tous les mois. Quand vous faites la paye, ça émet un fichier DSN. Premier élément, moi ce que je vous propose, c'est de tester ce fichier DSN grâce à l'outil DSN Val, parce que ça permet de voir si... il y en a qui se sont reconnus. Ça permet de voir si ce que l'on attend dans la DSN est bien à la bonne place, c'est-à-dire des chiffres à la place des chiffres, les lettres à la place des lettres. Si le DSN Val vous renvoie un retour sans information, ça veut dire que votre fichier peut être déposé ou transmis, soit en mode API, soit en mode upload. Donc API, c'est votre logiciel qui transmet le flux directement dans le système d'information. Upload, on vous demande de vous connecter au portail netentreprise ou msa.fr si certains d'entre vous dépendent du régime agricole ou ont des déclarations à faire pour le régime agricole, et donc de déposer ce fichier, dont les données sont traitées au niveau du système d'information DSN et puis renvoyées sur les organismes qui en ont besoin. Au moment du traitement SI-DSN, il y a des premiers contrôles de cohérence. On renvoie, le système DSN peut renvoyer les informations dans le tableau de bord. Mais les données qui sont transmises aux organismes, eux-mêmes vont aussi les traiter, faire des contrôles, contrôle de cohérence, contrôle d'accessibilité, et vont vous renvoyer ce qu'on appelle les comptes rendus métiers, les CRM, toujours dans ce tableau de bord. Et là, on revient à vous et à votre intervention. Il est absolument nécessaire que vous alliez consulter ces comptes rendus métiers de façon à voir s'il n'y en a pas, ça veut dire que tout va bien et la DSN est bien passée. Si vous avez un compte rendu métier, soit financier, soit nominatif, avec des informations qui vous proposent de faire des modifications, dans ces cas-là, on vous invite à les faire rapidement parce que plus vous retardez la correction ou le changement, et plus vous aurez de modules de correction ou de changement à faire, puisqu'il nous en faudra un par déclaration, dans lequel il y aura eu un par DSN, dans lequel il y aura eu une donnée qui ne sera pas forcément accessible. Est-ce que je passe à la suite ou est-ce qu'Alexia, tu voulais intervenir puisque je te revois réapparaître? Non, je suis désolée Didier, c'est quand je réponds aux questions, il y en a tellement qui s'affichent à la suite que ça fait un peu bugger mon ordi et ça allume ma caméra. Désolée. Eh bien, tant mieux, au moins je te vois de temps en temps, me faire un petit bonjour, donc c'est agréable. Mais sinon, on laisse la caméra activée, hein, c'est pas... Je te redonnerai plus la parole, sauf si tu me fais des consignes. Alors, les spécificités, oui, alors merci à nos experts qui sont effectivement au back-office et qui répondent à vos questions au fur et à mesure. On mettra à votre disposition une foire aux questions après les 2 sessions de ce webinaire, parce que toutes les réponses auxquelles on ne peut pas répondre directement pendant le webinaire, de toute façon, on reviendra vers vous avec les réponses, on les portera à l'intérieur de cette foire aux questions, et pour les cas particuliers ou les demandes, entre guillemets, de SAV qui nécessitent qu'on vous recontacte, comme vous avez rempli, et je vous en remercie, vos adresses mail au moment de l'inscription, on va pouvoir vous joindre derrière s'il y a besoin de le mettre en place. Donc, posez vos questions, on va y préparer les réponses. Si on peut les donner tout de suite, on le fait. Sinon, ça viendra pour plus tard, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi, vous allez voir à la fin, une slide avec les adresses des différents intervenants, les adresses mail, de façon à ce que vous puissiez les joindre si vous en avez besoin. Alors, les spécificités de la fonction publique. Pour nous, c'était vraiment différent parce que l'idée, c'était de créer une norme qui s'applique à tout le monde. Parce que la base de ce fameux millefeuille administratif contre lequel tout le monde voulait lutter, c'était que finalement, il y avait beaucoup de normes, et à chaque cas particulier, plutôt que de traiter par une mesure de simplification administrative
ce cas particulier, on crée une nouvelle norme qui sera ajoutée aux anciennes. Là, on est sur une seule norme, la norme NEODES, mais du coup, on se rend compte qu'un individu dans sa vie professionnelle qui peut dépendre du régime général, qui peut dépendre, et puis ensuite prendre un poste de fonctionnaire pour finalement devenir retraité, cet individu a plusieurs possibilités, plusieurs tenues, plusieurs habits, plusieurs définitions. Donc on parle d'individu. Mais après, on parlait aussi d'une notion qui est importante en DSN, c'est la notion de contrat. Or, la notion de contrat, elle n'existe pas dans la fonction publique. Donc, du coup, on vous a mis un petit lexique. Et du coup, cette notion de contrat, ce qu'on appelle contrat au regard de la fonction publique, c'est le lien qui existe entre l'employeur et l'agent. Ensuite, on a la déclaration des quotités de travail entre fonctionnaires et contractuels. Ça n'existe pas dans le régime général. Le régime général, c'est la base des 35 heures. Mais par le statut et puis par les contrats justement qui existent et la relation qui existe entre l'employeur et l'agent, il y a besoin de les déclarer. Donc, on a inventé cette fameuse notion de quotité de travail dans la norme NEODES qui, du coup, n'est pas utilisée par le régime général. Il n'y a que vous. C'est une spécificité. Et puis, la gestion des détachements. La gestion des détachements, dans la DSN, on a besoin que les deux établissements fassent la déclaration, mais bien évidemment, les deux ne payent pas les cotisations sociales en fonction de la fonction publique. Et là, je me répète et je fais des phrases qui ne veulent plus rien dire. Donc, et selon la fonction publique dans laquelle vous êtes acteur, c'est soit l'établissement d'origine, soit l'établissement qui accueille, qui doit faire les déclarations. Tout est expliqué. Vous allez retrouver régulièrement dans ce support que vous pouvez télécharger dans Apps. Vous avez la possibilité de télécharger ce support et vous voyez en bas, là, en bleu ciel, en 2055, les fiches consignes. On vous a mis les liens pour que vous puissiez les télécharger. Je me suis fait piéger par la question de Madame Pimenta qui demandait comment on pouvait changer l'administrateur sur Net Entreprise. Vous avez dans la base de connaissances et la possibilité d'accéder à cette base de connaissances et poser quasiment en langage parlé des questions comme celles que vous venez de nous poser, Madame Pimenta. Et du coup, vous avez le lien qui vous amène aussi sur la procédure pour le nouvel administrateur. Un intervenant spécifique qui nous a rejoint en cours de route avec le prélèvement à la source, c'est la sphère fiscale. La sphère fiscale n'est pas membre du groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales, puisque c'est l'ensemble des organismes de protection sociale, mais avec la DSN et puis avec l'assujettissement à la taxe sur les salaires, on a un lien particulier qui se met en place avec la nécessité pour nous de revenir sur cet élément du prélèvement à la source, où on a chaque usager qui, lui, va... Enfin, c'est la base, finalement, de la protection sociale et du système social français et fiscal. C'est quelque chose de collectif, de globalisé, mais pourtant individuel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce collectif et de ce support global, on doit trouver pour chacun une solution. Donc, on a un taux de prélèvement qui est calculé par la DGFiP et qui est mis à disposition. Vous recevez ce taux par le biais des comptes rendus métiers. Vous l'appliquez de façon simple à l'intérieur de votre logiciel de paye, de façon à ce qu'il s'applique pour le mois d'après. Quand vous transférez le taux, vous transférez aussi un petit outil de contrôle qui permet de savoir si le taux que vous utilisez est toujours valable, sachant qu'un taux est valable 3 mois, c'est-à-dire que si d'un mois sur l'autre, vous ne recevez pas un nouveau taux, vous pouvez utiliser l'ancien, il est valable. En même temps, ce taux, il peut être complètement différent d'un individu à l'autre, c'est-à-dire que ça peut être un taux commun, ça peut être un taux calculé, puis ça peut être un taux individualisé. C'est quelque chose dont vous n'avez pas à tenir compte. Vous devez appliquer le taux qui vous est envoyé par l'administration fiscale. Vous ne devez surtout pas le changer, parce que là, effectivement, c'est plus une erreur, c'est une faute. Vous ne devez pas le changer, vous devez l'utiliser, et c'est votre agent ou le contractuel avec qui vous travaillez qui doit, en lien avec la DGFiP, éventuellement faire les modifications qu'il souhaite. Vous ne pouvez pas le faire à votre niveau. Là, on va rentrer dans la partie qui est plus
spécifique sur cette présentation, qui est comment parfaire sa DSN. Parfaire sa DSN parce qu'en réalité, le taux de conformité de la DSN est supérieur à 95%. Et ce, dès le premier dépôt que vous avez pu faire en février 2022. Et là, c'est plus au nom de tous mes collègues des organismes et du système d'information DSN qu'on tenait à vous remercier parce que vous avez réellement très bien fait le boulot puisque la totalité des fichiers, plus de 95%, étaient lisibles et utilisables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas dedans des erreurs. Hein. Nous, on peut en faire aussi. Et toute intervention humaine peut s'attacher à une erreur, donc ce n'est pas gênant. Par contre, grand merci et grand bravo parce que dans les premiers webinaires qu'on a fait, beaucoup d'angoisse remontait et de stress, et on a essayé de vous rassurer parce qu'on avait l'expérience du régime général qui était déjà fait. Et en même temps, on a eu raison de vous rassurer et vous avez vraiment fait le job. Pas toujours simplement pour vous. Oui, oui, vous avez raison, vous pouvez envoyer quelques émoticônes un peu stressés. C'était pas naturel, c'était pas simple, mais franchement, la gestion de la conduite du changement, vous avez vraiment été formidable et on tenait à vous en remercier, tout en étant parfaitement conscient de la difficulté que ça représentait. Donc un grand merci, ah voilà, non, pas de pleurs, un grand merci du stress ou de la joie, mais pas de pleurs. Un grand merci parce que on a vraiment aujourd'hui des éléments. Alors donc je vous disais, on peut avoir quelques éléments à parfaire. Et le premier, c'est à propos du SIRET. Parce que par le SIRET, on peut identifier l'établissement. Et vous savez que ce soit pour le calcul des retraites, en gros, pour pouvoir restituer et valider l'ensemble des droits pour lesquels vous avez versé des cotisations, parce que ce n'est pas le tout de payer pour quelqu'un si derrière on n'est pas en capacité, nous, de lui verser ses droits et de lui donner les droits pour lesquels il y a eu cotisation, soit en part patronale, soit en part salariale, ce serait dommage. Donc le premier élément, c'est le SIRET, le lieu de travail, comment définir où est l'établissement. Avec une petite précision, tant qu'il n'y a pas de SIRET inscrit à l'INSEE, il n'y a pas de DSN. Et tant qu'il n'y a pas de DPAE, il n'y a pas non plus possibilité de DSN, sauf dans certains cas, pour certains établissements, où effectivement il n'y a pas de salaires qui sont versés, mais il y a besoin de faire une déclaration sociale nominative. Et là, je vous invite à prendre contact avec votre URSSAF. On dit prendre contact avec l'INSEE, il y a un guichet unique désormais qui va être actif à partir du 1er janvier 2023. Il est déjà ouvert, mais il sera l'interlocuteur unique qui va regrouper les 5 différents CFE qui étaient à disposition pour créer un établissement. Et puis surtout, alors là, par contre, information importante, quand on fait un transfert un SIRET, on crée un nouveau SIRET, alors le hasard de la vie professionnelle peut faire que l'on n'ait jamais rencontré ce cas-là, mais on peut le rencontrer. Si vous le rencontrez, surtout, ayez toujours en tête que tout ce que vous allez supprimer va disparaître. Donc on ne ferme pas un SIRET tant qu'on n'a pas transféré les données qui sont dedans, soit sur le nouveau, soit effectivement en archive, parce que quand vous fermez le SIRET, on ferme la boîte aux lettres. Pour nous, au niveau DSN. Donc, on est incapable de retrouver les données qui sont relatives à ce SIRET si on n'a pas fait le transfert. Donc, surtout, n'hésitez pas à attendre un mois que le premier SIRET soit vraiment enregistré, que la DSN puisse être adressée pour lui et surtout que vous ayez fait les changements. C'est très bien expliqué dans les fiches consignes. Si ça vous arrive, vous êtes accompagné. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas de soucis sur le transfert, on a des soucis sur ceux qui ne font pas le transfert avant de fermer le SIRET. Et puis, vous avez sur Net Entreprise un petit outil qui est DSN Contrôle SIRET qui vous permet, avec une technologie formidable, c'est-à-dire un tableur Excel version CSV, vous tapez le SIRET, vous envoyez le fichier, on vous répond s'il est connu ou pas. S'il n'est pas connu, on vous invite justement soit à faire les démarches, soit à vous rapprocher de votre URSSAF pour en valider la création. Donc, le SIRET, c'est l'établissement, c'est là où travaille la personne. Les éléments importants, c'est le petit problème qu'on peut rencontrer aujourd'hui dessus, c'est quand il y a un transfert et que l'ancien SIRET est fermé avant que le nouveau soit ouvert et sans avoir fait le transfert de l'un vers l'autre. Pour tout le reste, ça fonctionne déjà très bien. Et puis, deuxième élément, alors là, indispensable, c'est le NIR. C'est capital pour identifier les individus. Donc, je reviens, individu, ce n'est pas péjoratif. Individu, c'est parce que ça peut être un agent de la fonction publique qui devient salarié du régime général ou du régime agricole, ou l'inverse, et puis qui, de toute façon, à un moment ou un autre, sera retraité, puisque la déclaration sociale nominative a vocation à suivre les individus de leur premier jour d'activité jusque, malheureusement, au jour du décès.
Et l'identification des individus, elle passe par le NIR, le numéro d'identification au registre. Donc on a remis, et je remercie l'assurance maladie qui nous a fait ce petit logo, on a remis la carte vitale et puis l'explication de comment se calculer le NIR. Par contre, il est possible que vous rencontriez des situations dans lesquelles il n'y a pas de NIR, ou alors de numéro technique d'attente. Le NIA, c'est le numéro technique d'attente, c'est le numéro qui est attribué à la CPAM quand il y a une demande d'immatriculation. Alors, pas pour un ressortissant français, puisqu'aujourd'hui, je pense que quelques heures après la naissance, on attribue un numéro d'identification au registre. Je dis quelques heures parce que ça c'est quelques jours, mais dès l'enfance, on a un NIR, on est identifié par le NIR. Donc, on ne continue pas ce qui se faisait il y a quelques années quand moi j'étais jeune, donc il y a beaucoup d'années. On n'utilise pas le NIR des parents pour déclarer un étudiant ou autre. C'est plus la peine, c'est terminé, on le fait pas. Donc, on a le NIR ou le NIA. S'il n'y en a pas, vous pouvez créer ce qu'on appelle un numéro technique temporaire. Numéro technique temporaire, puisqu'on est dans le cadre de la DSN, il est normé. Il est normé avec code sexe, SIRAN, et puis un numéro matricule qui doit être unique et pérenne. C'est le même que vous allez utiliser pour l'individu. On a certains logiciels, effectivement, qui composent automatiquement le numéro technique temporaire. Et dès que votre salarié ou votre agent récupère un NIR ou un IA, dans la même DSN, vous mettez les deux. Parce qu'en mettant le NIR ou le NIA là où il est attendu, et en mettant aussi le NTT dans la rubrique qui lui est propre, on va pouvoir faire le chaînage. Parce que là, tout à l'heure, je vous parlais du chaînage entre les établissements, l'identification des établissements. Là, on a besoin de chaîner l'activité de l'individu. Donc, je vous disais, premier jour d'activité jusqu'au décès. Et ça se fait par le NIR. Et c'est ce qui permet de ne pas avoir de trous de période, ce qu'on appelle les périodes lacunaires dans la carrière, de ne pas avoir de trous dans le déclaratif, qui n'est pas dû forcément à vous, qui n'est pas dû forcément non plus au système. Et quelquefois, on se retrouve avec des cotisations qui ne sont pas affectées, ou au contraire, avec des périodes lacunaires, parce qu'on ne sait pas quel est le SIRET dans lequel l'individu a travaillé. Donc, il y a besoin d'intervenir, soit auprès de vous, si c'est un agent et qu'il est toujours avec vous, soit auprès de la CARSAT, si c'est dans le cadre d'une partie du régime général chez un ancien employeur. Donc le NIR pour les individus, le SIRET pour les établissements. Et puis, la qualité de la DSN, c'est l'affaire de tous. On a besoin effectivement d'avoir les données contemporaines les plus exactes possibles. Mais faire porter cette responsabilité exclusivement sur vous, le législateur ne l'a pas voulu. Donc en 2018, je vous rappelle la création de la DSN, c'est 2012. 6 ans après, apparition de la loi pour un État au service de la confiance, que nous on appelle la loi OUPS, qui reconnaît le droit à l'erreur. On part du principe que ce n'est pas parce qu'une donnée est mal positionnée ou fausse, que c'est une volonté de votre part de faire quelque chose limite hors la loi ou pas, mais plutôt le fait de dire, voilà, dans l'échéance suivante, si vous corrigez la donnée pour laquelle on vous a averti, parce que comme l'échéance est passée, vous faites une DSN, une erreur dedans, il y a un compte-rendu métier qui vous signale l'erreur. Si vous corrigez l'erreur dans la DSN qui suit, pas de pénalité, et du coup, vous avez la possibilité de le faire. On reconnaît le droit à l'erreur, à l'intervention humaine, et du coup, c'est pour ça que je reviens sur le fait, allez sur le tableau de bord, lisez les comptes rendus métiers, ils vont évoluer dans le temps, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus lisible et de plus en plus accessible pour un humain normal. Aujourd'hui, il faut quand même avoir fait Bac plus 18 en informatique pour pouvoir le lire de façon simple. Les données sont là, c'est accessible, mais franchement, ce n'est pas fait pour être lu par les individus. Donc, vous faire porter la responsabilité de la déclaration, oui. Vous demander d'avoir une donnée la plus juste possible, oui, mais en échange, vous reconnaître le droit à vous tromper et vous donner les moyens de corriger cette donnée sans vous, entre guillemets, sans vous punir et surtout sans vous stigmatiser, parce que l'erreur est toujours... l'erreur est humaine, ça c'est un gimmick que tout le monde est capable de donner. Parce que finalement, la qualité de ces données, elle impacte la vie des agents. Aujourd'hui, puisqu'on est sur des données qui sont contemporaines, et donc du mois pour le mois, et qui sont individualisées tout de suite, on n'attend pas la fin de l'année pour corriger ou pour avoir les éléments qui sont importants, parce que les calculs, par exemple, de certaines prestations sont faits directement au fil de l'eau. Alors, le calcul pour les droits à la retraite, bien évidemment, mais l'utilisation du droit à la retraite, ce n'est pas demain matin. Mais c'est ce calcul-là. Et puis les droits à prestations familiales, les APL, les allocations familiales, tous ces éléments-là,
c'est un calcul qui est fait au fil de l'eau et qui est recalculé par trimestre. Donc, si on fait une erreur dans la rémunération nette fiscale, ça va impacter directement les droits à prestations. Et puis, grâce au signalement d'événements, et pour les fonctionnaires qui vont arriver dans quelques temps, et pour Pôle emploi aussi, mais déjà pour les contractuels, on calcule au fil de l'eau, on accumule au fil de l'eau des droits maladie et des droits chômage. Alors, on aurait dû mettre des droits assurance maladie et des droits assurance chômage, mais bon, on fait au plus simple. Ces données, leur exactitude, ça va simplifier la démarche pour les agents ou les individus pour les prestations de solidarité. De plus en plus, les informations sont transmises, par exemple, à la CAF ou dans le calcul du RSA ou d'autres. Ces éléments-là sont transmis, actualisés de façon contemporaine. Donc, ces prestations de solidarité dépendent aussi de la justesse des sommes qui sont déclarées. Ça impacte bien évidemment le prélèvement à la source, puisqu'on applique un taux à cette rémunération. Et du coup, c'est ce qui va faire évoluer ce taux dans le temps. Et puis, la plupart des opérations de recouvrement de cotisations, puisque que ça soit en nombre de jours travaillés, en montant déclaré, en personnes concernées, le calcul, les données de la DSN sont prises en compte. Donc, ça impacte vraiment la vie des agents. C'est peut-être le moment d'ailleurs de vous parler, puisque ce n'est pas dans les slides, de vous parler d'un site qui s'appelle mesdroitssociaux.gouv, sur lequel je vous invite à proposer à vos agents de s'inscrire et de l'utiliser, parce que mesdroitssociaux.gouv, c'est la base miroir de la DSN. Chaque individu, alors eux peuvent y accéder, mesdroitssociaux.gouv, Didier Kuhn, pour moi, je peux y accéder, mais vous ne pouvez pas, l'employeur ne peut pas accéder à cet élément-là. Ça reprend toutes les données, tout ce qui a été déclaré au titre de cette personne-là dans le trimestre qui vient de précédent. Et si on détecte dans la carrière avant ou dans les mois qui précèdent une erreur, un manque, une difficulté, une incompréhension, par le système mesdroitssociaux.gouv, ils peuvent le déclarer, le documenter, et à ce moment-là, vous recevrez toujours le fameux petit compte-rendu métier, puisque c'est comme ça que la DSN vous parle, entre guillemets, les comptes-rendus métiers. Vous allez recevoir un compte-rendu métier qui va tout de suite vous dire qu'on est en ligne droite. Donc, d'un côté, nous, on fait la DSN, de l'autre côté, les individus, les agents, les Français peuvent se connecter à mesdroitssociaux.gouv et puis avoir une visibilité claire. Autre particularité sur les arrêts de travail Ircantec, aujourd'hui, donc je vous disais, on a accès pour les contractuels de droit privé et de droit public au signalement d'événements, pas encore pour les fonctionnaires, mais de toute façon, on doit toujours les déclarer dans la DSN mensuelle, dans la rubrique. Alors, vous avez vu, on ne vous oblige pas à parler S21 G0060. Par contre, on vous donne les adresses techniques de façon à ce que vous puissiez vous y référer et savoir à quel endroit faire. Parce que pour cette fameuse attribution de droits de points gratuits par l'Ircantec, ils doivent connaître le montant de la perte de salaire qui a été subie. Donc, les périodes d'arrêt de travail d'au moins 30 jours consécutifs et qui ont donné lieu à perception d'indemnité journalière, on doit déclarer effectivement la perte d'assiette et là vous avez les adresses, dans un bloc base assujetti S21 G78, l'adresse, avec une rubrique, donc la même adresse que le bloc, mais avec l'adresse de la rubrique, là c'est 001, et on vous mettait une base, la base 29, base Ircantec non cotisée, sachant qu'aujourd'hui, et c'est une erreur que j'ai faite dans le support, on est sur une base 28, base Ircantec cotisée. Donc, dans le support, vous allez avoir la correction. Donc, vous voyez que la loi OUPS, vous allez me l'accorder à moi aussi, et on va pouvoir le faire sur l'autre sujet. Pour la partie CNRACL, on doit avoir donc du coup un bloc rémunération 51 qui doit être renseigné, avec toujours la fameuse rubrique type 0 S21 G00 51 011 avec la valeur 21, taux de rémunération de la situation administrative. Et puis, alors les adresses, je vais vous les reciter souvent dans cette partie de présentation, parce qu'en réalité, c'est ce qui va vous permettre de savoir exactement où adresser et où donner. Ne soyez pas... ne faites pas trop d'émoticônes horrifiés, parce qu'en réalité, vous l'utilisez très bien aujourd'hui, parce que je vous dis,
les flux qui nous sont transmis et qui nous parviennent sont parfaitement utilisés dans les bonnes conditions. Mais effectivement, c'est pas très facile. On va dire qu'on fait un peu de, on va prendre ça sur le côté humoristique en disant que c'est une bataille navale et qu'il faut bien qu'on cible la case sur laquelle on va le mettre. Donc, avec le fameux taux qui va être associé pour 0% quand c'est un jour de carence, avec le taux de rémunération de la situation, vous voyez qu'on est toujours dans la rubrique. Avec elle, là, c'est la 51013, avec la petite rubrique 014. Mais tout ça, je vous dis, c'est des choses que vous utilisez bien, simplement parce que ce sont des difficultés qu'on a pu rencontrer, on vous adresse ces éléments-là. Et puis, troisième sujet aujourd'hui spécifique à la fonction publique qui peut présenter des difficultés, c'est le traitement des suspensions. Il convient de déclarer toutes les périodes de suspension de travail, quelle que soit la rémunération de l'agent. Dans le flux DSN que vous transmettez, c'est plus dans le... On fait ces 3 rappels, plus pour redonner du sens. Pourquoi est-ce qu'on vous demande ces données? Pour que ça devienne pour vous naturel, sachant qu'à partir du moment où n'ont à connaître de la donnée DSN que ceux qui sont légitimement destinataires de cette donnée, s'il n'y a pas d'avertissement ou s'il n'y a pas d'éléments qui leur sont nécessaires, on passe à l'as et vous avez beau faire la DSN correctement, s'il manque effectivement cet élément-là. Donc, suspension de travail, on doit la déclarer dans la DSN. Les arrêts, si ça ne passe pas par le signalement d'événement, ça doit de toute façon être porté dans la DSN mensuelle de façon à ce que les droits qui sont afférents soient versés et que s'il y a rémunération de remplacement, vous puissiez, vous, en tant qu'employeur, effectivement, la faire. Pour la CNRACL, excusez-moi, un taux de rémunération doit être transmis, effectivement, comme on le précisait dans la diapo précédente. Je m'autorise juste de boire un petit peu un verre d'eau et on attaque la diapositive suivante. Je vois qu'il y a énormément de questions qui sont posées. J'espère que mes collègues réussissent à répondre à une bonne partie. Donc, ne vous inquiétez pas, vos questions ne sont pas perdues et même si on n'arrive pas à y répondre tout de suite, on va le faire dans la foulée, ne vous inquiétez pas. Merci. Et maintenant du café. Non pas que je m'endorme, mais pour le plaisir d'avoir un petit café, parce que finalement, c'est pas parce que vous êtes très nombreux qu'on n'est pas relativement proche. Alors, le travail formidable que vous avez fait, c'est pas du tout humoristique quand je le dis, je le pense réellement, nous a permis d'identifier des points chauds. Ces points chauds, on les étudie avec les éditeurs de logiciels, on les étudie avec, par exemple, avec la CDC, donc vous avez des experts qui sont avec nous, et puis avec les autres organismes, de façon à voir pour quelles raisons ces points chauds aujourd'hui existent, et puis comment on peut corriger, soit par une modification du logiciel, soit par une modification d'une consigne qu'on vous donne, soit en vous précisant. Donc là, aujourd'hui, on va balayer ceux qui sont les plus importants. Le premier, par exemple, c'est la catégorie de service qui est absente. Elle doit obligatoirement être renseignée, donc cette fameuse rubrique S21 GW 040 056, pour aujourd'hui 115 443 contrats, enfin c'était en mars, pour 115 443 contrats, elle ne l'était pas. Donc on a vraiment besoin que vous nous transmettiez ces données de façon à ce que on ait la nature du contrat, 50 ou 20, et le statut d'emploi du salarié, avec donc les valeurs 01, 08, 09, 10, 11 ou 12, en fonction du statut. Mais il est absolument impératif d'avoir les deux. Si on n'a pas les deux, on est dans l'incapacité de faire ce suivi. Donc là, premier point, vous voyez, on est passé, alors, premières actions qu'on a menées, on est passé de 115 443 contrats en difficulté à 101 000, donc 15 000, c'est pas rien non plus, puisque c'est par mois et qu'on a besoin de cette... Mais on est encore à plus de 1822 sirettes pour lesquelles on a cette difficulté. Alors, on ne va pas isoler les sirettes et vous renvoyer à vous. Ça monte, on a les comptes rendus métiers qui reviennent, mais visiblement, les comptes rendus métiers sont soit pas lus, soit pas compris. Et à ce moment-là, effectivement, c'est un élément... Bonjour Alexia. C'est un élément... c'est un élément qui permet de le faire. Donc, premier souci
Oui, bah vous aussi, vous pouvez dire bonjour à Alexia quand vous la voyez apparaître comme ça. On est, vous aussi, c'est vraiment le point chaud le plus présent et le plus difficile. La seconde difficulté, ce sont les chevauchements de contrats. On a besoin, on a été compter les individus pour lesquels il y avait plus de 2 contrats qui se chevauchaient. Donc, les contrats actifs, il n'y a pas de date de fin de contrat. Pour un même SIRET d'affectation, donc qui travaille pour sur le même endroit, sans période de détachement. Avec les subventions, vous voyez, vous savez, le détachement, c'était motif 655 ou 674. Sauf que là, ça couvre la totalité de la période du contrat pour le mois courant. Les impacts vont être directs sur les droits retraite, puisque la CNRACL, elle se base sur les éléments de carrière de l'agent. On avait des soucis avec 2200 agents en mars. En juin 2090, on est encore sur un peu plus de 600 SIRET pour lesquels on a on a des difficultés sur cet élément. Donc, soyez vraiment attentifs. Les contrats, s'ils doivent se chevaucher, il y a des déclarations qui sont spécifiques à faire. Et en l'occurrence, pour ces cas-là, ce n'est pas le cas. Donc, on travaille dessus, on va essayer d'être plus informatif et surtout de relever, mais je vais vous le répéter jusqu'à la fin de la présentation, consultez les tableaux de bord, lisez les comptes rendus métiers, identifiez les difficultés. Si vous n'arrivez pas à comprendre éventuellement le contenu de ce compte rendu métier et éventuellement l'action à déployer, n'hésitez pas à revenir vers les organismes de protection sociale concernés de façon à ce qu'on vous l'explique. Nous, on a tout à gagner à ce que les données soient justes le plus vite possible et le plus tôt possible. Et vous avez tout à gagner à ne pas vous retrouver tout seul en face de ces difficultés. Mais vous voyez, là, simplement en 2 mois, en 3 mois de temps, on a réussi à corriger la situation pour une cinquantaine de SIRET. Donc, normalement, on devrait rapidement pouvoir faire disparaître ce point chaud de nos éléments. Alors, troisième cas, les modalités d'exercice du temps de travail. La modalité donc, qui est déclarée en S21, G0040, 014, et encore une fois, parce que j'ai vu que la question a été posée, on vous donne l'adresse technique, mais on ne parle pas comme ça. On parle vraiment modalité d'exercice du temps de travail. Simplement, on vous dit là où elle doit être déclarée. Elle doit être en cohérence avec les autres données qui sont liées au temps de travail. Donc, du coup, on est parti chercher les rubriques quotité de travail de référence de l'entreprise pour la qualité de salarié, 35 heures, c'est la durée hebdomadaire légale du travail, et la quotité de travail du contrat de travail, qui, elle, est déclarée en 0,13, avec une unité de mesure qui doit être 10 pour l'heure ou 21 forfait heure. Mais du coup, on a identifié 2 éléments. Le premier, c'est une suspicion de faux temps partiel. Quand la modalité d'exercice du temps de travail est égale à du temps partiel, donc on est à rubrique 20, temps partiel, 41, temps partiel de droit, ou 42, temps partiel, droit pour enfants, les quotités de travail, elles traduisent un temps plein. La référence 35 heures ou la quotité du contrat, elle est identique. Donc, si pour un travail, parce que finalement, c'est ce qu'on vous demande, on vous demande de dire pour un poste équivalent, quelle est la quotité attendue, et pour cet agent-là, quelle est la quantité effectuée. Si on est 35 heures dans les 2 cas, alors qu'on a une déclaration de temps partiel, se pose des questions. Donc, suspicion de faux de temps partiel, et là, on est sur quand même plus de 3142 SIRET. Alors, on est redescendu à 3000, on est encore à pas mal de SIRET qui rencontrent ce problème-là. On imagine que ça doit être un problème de compréhension. Mais là, du coup, je vous donne un peu de sens. Pourquoi est-ce qu'on vous demande ça? Il faut que ce que vous décrivez comme étant ce qui est attendu et ce que vous décrivez comme étant ce qui est réellement fait soit en cohérence, sinon on se rend compte qu'il y a un problème entre les deux, et ces fameux contrôles de cohérence mettent en erreur, donc vous envoient un compte-rendu métier avec une anomalie à corriger. C'est simplement peut-être le taux qui a été mal mis. Le second, on est toujours avec le même déclaratif, sauf qu'on va avoir une suspicion de faux temps plein, donc l'inverse. Parce que la modalité exercice du temps de travail, elle est enregistrée comme étant 10 temps plein, alors qu'on a des quotités de travail qui, elles, traduisent un temps partiel. Quand la quotité de référence est de 35 heures et la quotité du contrat inférieure à 35 heures, la quotité du contrat à 22 heures, alors qu'on attend en référence 35 heures,
ben, ce n'est pas un taux plein, c'est à ce moment-là, soit dans la description, soit dans la déclaration, qu'il y a une erreur. Il faut qu'il y ait vraiment cohérence entre les deux. Là, on est à un peu plus de sirettes concernées, mais c'est quelque chose qui devrait pouvoir, au niveau de la modalité d'exercice du temps de travail, être rapidement corrigé. Donc ça, c'est un des autres points importants, facilement modifiables, et qui devrait disparaître avec l'utilisation. Mais je vous disais, finalement, il y a quelque chose, puisqu'on est très technique et très… la paye, c'est extrêmement complexe et c'est quelque chose qui nécessite une attention vraiment précise de votre part. Et le fait de garantir les revenus des agents ou des contractuels, c'est un souci que vous avez à cœur et c'est normal. Et du coup, ben, on perd un peu le sens de ce qui pourrait être demandé. Quand on est très technique comme on l'est aujourd'hui dans la déclaration sociale nominative, on perd un peu le sens. C'est ce qu'on essaie de vous redonner à l'intérieur de cette présentation. Alors, mon ami, le taux de travail à temps partiel, ça aussi, c'est un élément qu'on rencontre souvent. L'explication, donc un fonctionnaire ou un contractuel de droit public, on a donc toujours ces fameuses incohérences entre différentes rubriques. On a une incohérence entre deux rubriques, le taux de travail à temps partiel, donc qui est déclaré en 40,055, et ces fameuses modalités d'exercice du temps de travail qui est en 0040,014. On a un taux qui est absent. Du coup, pour nous, c'est une anomalie. Si on est au départ sur un temps partiel, mais si le taux de temps réel n'est pas affecté, ben, on n'est pas sur un temps partiel, on serait sur un temps plein. Et du coup, c'est incohérent parce qu'on a un taux qui est renseigné avec la modalité de travail 10, temps plein. Or, ce taux n'est pas autorisé pour les modalités où normalement le taux doit être inférieur à 50. Donc, on a une anomalie, excusez-moi. Si la modalité est déclarée avec la valeur 20 qui est temps partiel et le taux qui est différent de 50, 60, 70, 80, 90, puisque on dit que le taux doit être inférieur à 50. La modalité 41, parce que le temps partiel de droit, elle est supérieure à 50%, et 42, droit pour enfants, est supérieur. En gros, là où on attend par le déclaratif de base une information qui dit on est sur un temps partiel inférieur à 50%, alors que de l'autre côté, on déclare une valeur qui, elle, décrit un taux supérieur à 50%, l'anomalie, elle est… Alors, c'est pas forcément visible tout de suite, c'est nous, au niveau de la cohérence entre ces données, que l'on peut relever une difficulté. Et on ne sait pas si c'est finalement sur la description de la situation qui est anomalie ou sur la réalité de l'activité, comme auparavant. Puisque quand on vous demande de décrire ce qui est attendu et de dire ce qui est fait, quand on a une incohérence entre les deux, on ne sait pas, et heureusement qu'on ne corrige pas automatiquement, on ne sait pas quelle est la partie. Donc finalement, redonner du sens, c'est vous dire, regardez sur ce taux de travail à temps partiel, les difficultés qu'on rencontre sont là. 98% d'entre vous ne sont pas concernés. Je vous rappelle les chiffres. On est sur 11 000 sirettes. C'est plusieurs millions de sirettes à déclarer. Hein. Donc 11 000 sirettes, on est quand même sur un faible taux. Mais comme je vous le disais en début de présentation, eh bien, une donnée qui n'est pas complètement correcte dès le début, on impacte la carrière, on impacte les droits des agents. Ensuite, l'indice brut absent. Alors ça, c'est un élément qui est surprenant parce que finalement, la rubrique, donc indice brut, elle doit être renseignée pour les fonctionnaires avec nature de contrat 50 ou 20 et un statut d'emploi du salarié. S'il n'y a pas le statut d'emploi, la nature du contrat, finalement, ça ne nous donne pas la capacité d'avoir l'indice brut. Donc, on est là aussi sur quasiment 2000 sirettes. Et bizarrement, c'est une des rares données que l'on suit dont les difficultés ont augmenté. Alors, pas beaucoup, hein, mais ça suffit pour dire quand même on a plus de 20 000 contrats qui ont été impactés par cet indice brut absent. Et là, à nouveau, c'est vraiment le fait que cette obligation de déclarer la nature du contrat et le statut d'emploi du salarié qui n'est pas rempli. Généralement, c'est le statut d'emploi qui, lui, n'est pas mis. Et du coup, on a un indice brut qui est absent et on n'est pas en capacité de suivre cette personne.
Plus amusant encore, la nature du poste qui est absente. La nature du poste, elle est demandée, temps complet ou non complet, et là, on vous a remis des fiches consignes. C'est obligatoire pour les fonctionnaires. On veut la nature du contrat en 007, donc on revient sur le 50 ou 20, et le statut d'emploi du salarié, mais c'est aussi le cas pour les contractuels de droit public, où là, on est toujours effectivement dans cette déclaration du 007, mais là, on attend un 09 ou un 10 en valeur. Je vous mets les codes, hein, je ne vous mets pas le contenu. Et du coup, on a besoin aussi du statut d'emploi du salarié. Donc, dans les deux cas, on a besoin de la nature du contrat et du statut. Sinon, effectivement, la nature du poste est absente. Et là, vous avez les rubriques. À nouveau, je ne vous parle pas en langage informatique. Je vous donne les adresses. Je vous ai dit, hein, on fait une bataille navale. Je vous donne les adresses de là où la rubrique ou la donnée exacte doit être remplie. Vous n'êtes pas forcément concerné, mais si vous l'êtes, ces éléments-là peuvent vous aider. Les contrats d'apprenti. On doit effectivement les déclarer dans dispositif de politique publique et conventionnelle, qui est donc codifié avec l'adresse 40008, avec soit 81, le contrat d'apprentissage, secteur public, loi 92, et par tolérance, on accepte aussi les 64 pour la loi de 69 et les 79 et les 65 pour la loi de 87 qui concerne les contrats d'apprentissage entreprises non inscrites au répertoire des métiers d'au moins 11 salariés. Eh bien, ils doivent être déclarés avec un CDD de droit privé. Et la nature, elle doit être 0,2, contrat de travail à durée déterminée de droit privé. Là, c'est plus un manque d'information peut-être qui fait qu'on a cette difficulté qui est remplie. Mais du coup, bah, c'est un peu gênant parce que pour les 1500 personnes qui étaient concernées, on va avoir du mal à chaîner la carrière, voire à remplir, puisque certains droits sont offerts dans le cadre des apprentissages. Vous savez que entre le statut d'étudiant, le statut d'apprenti et le statut de salarié, dans les droits à prestations familiales ou même les droits tout court, on a des changements. Donc, il est vraiment important que l'on puisse, dans la déclaration sociale, dès le premier mois d'activité d'un contrat d'apprenti, avoir ces bonnes informations. Le temps non complet qui est attendu pour un employé inter ou pluricommunal ou polyvalent. Pour ceux qui ont assisté à l'année dernière et il y a 2 ans au webinaire, c'était sur la fonction publique, c'était une précision que j'apportais souvent. Comment est-ce qu'on définit si on a affaire à un employé inter ou pluricommunal ou polyvalent? Oh, j'ai eu quelques sourires là encore hein, quand on a fait les déclarations. Quand j'ai fait cette formation, j'ai fait ce petit passage, et ben bingo, on a effectivement des difficultés qui apparaissent dans les DSN. Alors bon, on est à 15 000 contrats. C'est pas non plus, je vous disais, monstrueux par rapport à la réalité, mais du coup, alors qu'on avait insisté sur ce sujet et que c'était déployé, et que je vous dis, j'avais eu beaucoup de sourires de votre part en disant, mais oui, on connaît bien, eh ben on se retrouve avec cette difficulté, et on est toujours dans cette définition. Est-ce qu'on est avec des emplois multiples ou des employeurs multiples, ou est-ce qu'on est avec des codes qui sont différents? Donc, vous voyez qu'on a, dans les codes emploi multiples, on a emploi unique ou emploi multiple, et dans employeur multiple, on est 0,2. C'est ce qui fait la différence, hein, l'employé intercommunal et l'employeur pluricommunal, plusieurs employeurs pour le pluricommunal, plusieurs postes à l'intérieur de la même collectivité. Pour l'inter, et puis pour le polyvalent, ben, en gros, c'est celui qui est capable de tout faire. Hein. Et là, on a besoin d'avoir effectivement un code 02 pour emploi multiple, mais avec un code 01 employeur unique. On est dans ce cadre de plusieurs activités. Donc, par exemple, celui qui ferait les passages piétons aux écoles le matin, le service de cantine le midi, et puis l'accueil du conservatoire le soir. Pour le même employeur, pour la même collectivité, mais plusieurs contrats, plusieurs emplois. Donc là, on est sur un nombre important de contrats et qui perdure d'un trimestre sur l'autre. On est au même niveau de difficulté. Donc, il y a nécessité de vous alerter sur ce sujet et sur la possibilité de faire ce transfert. Odile Guerriot, est-ce que vous vouliez intervenir? Puisque je vois apparaître un écran ou non, et je continue de mon côté.
Non, 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 non. J'ai dû faire une mauvaise manip. Mais il n'y a pas de souci. Comme Alexia. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Mais c'est Arrive. en même temps, l'informatique ne fait que ce qu'elle veut par moment. On a vraiment l'impression qu'il y a des petits personnages qui sont dans nos ordinateurs et qui font des choses différentes de ce qu'on demandait. Donc il y a vraiment. Ça, des petits lutins. C'est la période. Oui, en plus. Donc c'est vraiment une chose. Puis moi, ça me permet de faire des coupures dans mon long monologue, donc je ne suis pas mécontent. Alors, autre élément. Alors toujours, vraiment j'insiste sur le fait que l'erreur n'est pas forcément volontaire, voire dans certains cas, pas forcément détectable de votre côté. C'est nous au niveau des contrôles de cohérence qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui peut éventuellement poser problème et que comme on ne sait pas interpréter la donnée que vous avez donnée, parce qu'on ne sait pas pour qui elle s'applique, pourquoi elle s'applique et quel est le cadre dans lequel elle doit s'appliquer, on revient vers vous avec ces fameux comptes rendus métiers en vous demandant de faire des corrections. Donc, la durée de service incohérente. Pour un fonctionnaire, la nature du contrat, effectivement, elle doit être codifiée en 50 ou en 20. Il y a une incohérence. Quand la nature du poste, elle est en temps non complet, alors que la quotité de travail, référence, n'est pas strictement inférieure à la quotité de référence de l'individu. Alors, dans l'hypothèse d'un temps complet, je vous précisais que donc, quand on est sur le 0,54, on est dans l'hypothèse d'un poste à temps complet, alors qu'au départ, on a déclaré une nature de poste en 0,2 temps non complet. Bien évidemment, quand je vous le présente comme ça, il y a incohérence. Ce n'est pas visible, ça, dans la DSN. C'est juste quand vous remplissez les éléments. Alors, ça peut venir de la fiche du salarié en fonction de votre logiciel. C'est soit inscrit dans la fiche salarié, soit c'est une donnée qu'on vous demande effectivement, qu'on vous demande chaque mois. Mais en l'occurrence, ce sont des données qui suivent. Voilà. Quand on fait temps non complet, que derrière, on ait une quantité de travail référence de l'entreprise pour la catégorie salariée, dans l'hypothèse d'un temps complet, 0,54, vous vous doutez bien qu'il y a incohérence et difficulté, principalement parce que la durée de travail pour la valeur qui est envoyée au niveau de la SNRCL, c'est ce qui va déterminer les droits de l'agent. Donc, on ne sait pas si c'est l'erreur ou l'incohérence vient du fait qu'on est sur une nature de poste temps non complet, ou si c'est parce qu'on se base sur une quantité de travail de référence dans l'hypothèse d'un poste à temps complet. Donc, on vous fait remonter l'erreur, on vous demande de vous mettre d'accord avec l'un ou l'autre des cas, mais en tous les cas, il y a une incohérence entre les deux et c'est difficile. Aujourd'hui, vous voyez qu'on est quand même au départ sur 30 000 contrats qui présentaient une difficulté. Là, on est passé à 40 000 en juin, donc c'est une augmentation qui est conséquente. Et du coup, on se pose la question de savoir si c'est effectivement une question de consigne, une question de déclaration. Donc, on profite de vous avoir aujourd'hui très nombreux pour vous mettre en avant cette situation parce que c'est peut-être quelque chose qui vous est déjà arrivé. Un accompagnement adapté. Vous avez nos collègues experts, que ce soit de l'URSSAF avec Nicolas Lebrun ou que ce soit de la CDC avec les quatre personnes qui nous font le plaisir d'essayer de répondre en direct à vos questions, mais qui répondront de toute façon plus tard. En même temps, vous avez des accès qui vous sont réservés, que ce soit pour la CNRACL, pour le RAF, pour l'IRCantec, vous avez les adresses. Donc, dans le support que vous pouvez télécharger au niveau du le petit logo en bas à droite, 3 petits points, apps, dedans, il y a effectivement le support au format PDF, mais dans le format PDF, les liens hypertextes sont actifs. Vous avez un lien pour vous connecter à la plateforme PEPS que vous connaissez tous, puisque c'est celle qui est utilisée effectivement pour ce lien, avec les organismes de suivi de la retraite et de la CDC. Vous avez tout un ensemble de services qui vous sont disponibles. N'hésitez pas à les utiliser. Vous avez une documentation qui est associée. Et puis surtout, vous avez des formulaires de contact auxquels vous pouvez accéder. Alors, le petit pictogramme, je les ai laissés petits. J'aurais dû les faire un peu plus grands. Celui avec le point d'interrogation ou celui avec la petite enveloppe. Mais bon, en même temps, ça vous parle bien. On sait bien que pour contacter, c'est des éléments qui sont remis en place. Donc, l'accompagnement spécifique pour ce qui est la partie retraite en lien avec la CDC,
vous avez effectivement la possibilité de les joindre et d'avancer, sachant que les comptes rendus métiers qui vous sont adressés permettent de faire ces corrections. Je me retrouve maintenant avec une période de questions-réponses. Donc, si certaines questions méritent une réponse en direct, j'invite mes collègues à venir sur scène, c'est l'expression, hein, à ouvrir leur caméra et à venir faire le lien avec des questions-réponses. Ou Alexia, si tu as vu des questions qui nécessitent une réponse en direct de ma part ou de celle de Nicolas Nobrin, je vous laisse, ou de, bien évidemment, nos collègues de la CDC. Je vous laisse la parole. Nicolas, tu... Ouais, alors si je peux me permettre, hein, bonjour à tous. J'ai essayé de répondre à pas mal de vos questions. Il y en a beaucoup pour l'URSSAF. Je voulais juste revenir sur deux petits points. Le premier, c'est parce qu'il y a beaucoup de sollicitations par rapport aux majorations de retard. Je voulais juste rappeler que la mise en place de la DSN n'a pas changé le régime de sanctions qui existe en URSSAF, c'est-à-dire que vous avez toujours des sanctions qui s'appliquent sur le défaut de déclaration, qui sont les pénalités, et des sanctions qui s'appliquent sur le défaut de paiement, et ce sont les majorations de retard. Donc, lorsque beaucoup d'entre vous signaliez l'application de majoration de retard, les majorations de retard, c'est bien sur le paiement, donc vérifiez bien les dates de paiement par rapport à cela. Après, s'il y a des soucis, de toute façon, vos URSSAF sont à l'écoute aussi. Si vous transmettez les justificatifs, on peut revoir les situations. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était par rapport au rejet, parce que pareil, vous nous signalez pas mal de rejets, comment solutionner. Donc, bien sûr, on ne peut pas vous répondre, parce que ça demande des analyses de plus personnalisées, donc on ne peut pas vous répondre lors de ce webinaire. Par contre, il y a vraiment aussi un interlocuteur qu'il ne faut pas occulter, c'est l'éditeur, hein, puisque nous, en organisme, on n'est pas des experts de paix, on n'a pas vos logiciels, et il y a énormément de logiciels sur le marché, donc on ne peut pas savoir tout sur tout. Donc, tout ce qui touche au paramétrage, à la mauvaise application d'une donnée que vous auriez bien remplie dans votre logiciel, c'est plus votre éditeur qui pourra vous aider que les organismes. Voilà, c'était les deux petites précisions que je voulais apporter. Merci Nicolas. Merci Nicolas, oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments, mais visiblement, nos collègues de la CDC et Alexia sont déjà très occupés à répondre au fur et à mesure à vos questions. N'oubliez pas de répondre au sondage qu'on vous a posté. C'est vrai que se pose la question, bah tiens, on pourrait en faire un en direct. Est-ce que dans l'année qui vient, 2023, vous êtes, j'allais dire candidat ou friand, ou est-ce que vous êtes intéressé, et je vais vous demander de répondre avec les émoticônes, est-ce que vous êtes intéressé à ce que l'on refasse régulièrement des webinaires de cette forme? Est-ce que, alors pas forcément de cette forme avec moi, hein, il y a des tas d'autres intervenants qui peuvent être en rendu, mais oui, parce que finalement on se pose aussi la question, nous, de savoir si c'est utile et si ça vous apporte des réponses à des questions qui sont posées. Nous, c'est un format qu'on va essayer du coup de déployer. Ah ben non, il y en a un qui n'est pas d'accord. On va essayer de déployer d'autres formes, peut-être sur des sujets plus pointus, peut-être sur ce qui va apparaître au fur et à mesure. En tous les cas, un grand merci d'avoir tenu jusqu'à la fin de la présentation, puisqu'on termine cette présentation à plus de 700 participants. Je vous en remercie. Je vous rappelle que vous allez avoir accès à la totalité des questions et des réponses accessibles sur Net Entreprise dans la partie en bas à droite, les comités régionaux, puisque c'est les comités régionaux qui animent dans vos territoires les rencontres. On espère que vous allez passer d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous allez tous bien. Vous avez vu que ce matin, le Premier ministre, la Première ministre conseille de remettre les masques dans les transports. Ça veut dire que malheureusement, il y a encore une recrudescence de cas du Covid. Donc faites vraiment attention à vous, faites attention à vos proches, portez-vous bien, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, faites une superbe déclaration de fin d'année de la DSN de décembre. Je vous rappelle que si vous avez fait la DSN depuis le 1er janvier 2022, vous ne faites pas de date dessus, vous êtes exonéré de ces déclarations-là, toutes les données sont déjà transmises. Bonne découverte des comptes rendus métiers, bonne lecture des comptes rendus métiers, bonne préparation pour l'année 2023, beaucoup, on espère une année plus joyeuse
en 2023 pour tout le monde et que l'on sorte la tête de l'eau au niveau des difficultés que certains d'entre nous peuvent rencontrer sur le plan financier ou familial. Donc, mes meilleurs voeux pour cette fête de fin d'année, profitez de la vie et n'hésitez pas, si vous avez la moindre doute, question, difficulté, à contacter vos organismes de protection sociale et à essayer d'obtenir des réponses. On est à votre disposition et comme je vous le disais au début, on a tout à gagner à réussir la DSN. Nous, dans l'acquisition de ces données, vous, en vous simplifiant au maximum le travail. Encore un grand bravo et un grand merci pour la qualité du travail que vous faites et pour la qualité des DSN que vous avez transmis en contenu. Et à très bientôt. Merci de votre écoute attentive. À très bientôt pour les prochaines invitations au webinaire et peut-être même à des invitations en présentiel dans certaines régions. Merci beaucoup. Bonne fin de matinée. Trop tôt pour vous souhaiter un bon week-end, mais bonne fin de matinée. Au revoir.